Alors, il y aura deux témoignages de retour d'expérience. La première sera présentée par d'abord François Pierrat, ex-cadre de santé, équipe mobile, CMP. C'est vraiment ex-récent. Hein. Il est encore bien dedans, je pense, dans sa tête. Et puis Valérie et Brigitte, qui sont assistantes sociales au conseil départemental. Vous voyez, on mixte. Et puis, dans un deuxième temps, deuxième récit, témoignage, Martine, qui est infirmière équipe mobile CMP également, et puis Sandrine, qui est infirmière au SAMSA de la Piasse. Voilà, respirez, c'est parti. François Pierrat, c'est le pivot. Vous voyez, il est au milieu, là, tout va tourner autour de lui. Bien, bonjour. Donc nous devons évoquer un retour d'expérience. Et pour qu'il y ait un retour, il faut déjà qu'il y ait un aller. Aller vers, pour l'hôpital psychiatrique, c'est sortir des murs de l'hospitalisation pour rejoindre les patients et les professionnels dans le champ social. La psychiatrie dispose pour cela d'un outil qui se doit d'être performant, et cet outil, c'est le centre médico-psychologique, le CMP. Le CMP, unité de soins ambulatoires, c'est le pivot du dispositif soignant en psychiatrie. Et l'une de ses principales missions, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien sûr de mettre en corrélation le parcours de soins des personnes présentant des troubles psychologiques ou psychiatriques avec leur parcours de vie dans la dimension sociale. On connaît la formule mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. On pourrait aussi dire un esprit sain dans un corps social sain. Parler de cette mission, c'est parler du travail en réseau. Et c'est reprendre les recommandations du plan psychiatrie et santé mentale. Alors, quelles sont ces recommandations? C'est prévenir et réduire les ruptures au cours de la vie des personnes. C'est structurer les complémentarités de l'ensemble des professionnels, services, établissements sanitaires, sociaux, éducatifs et médico-sociaux. Ce sont les axes 1, 2 et 4 du plan psychiatrie santé mentale. Nous allons donc vous présenter deux exemples de passerelles que le CMP de Nevers a pu mettre en place, soit avec son équipe mobile, soit avec les infirmiers du CMP, dans le cadre du partenariat avec nos collègues assistantes sociales, du conseil départemental et les intervenants sociaux éducatifs du SAMSA. Bonjour, Valérie Audry. Bonjour, Brigitte Vadreau. Nous sommes assistantes sociales de secteur au conseil départemental de la Nièvre. Nous travaillons sur Nevers, sur un des 11 sites d'action médico-sociale du département, avec une équipe pluridisciplinaire composée d'éducateurs, infirmières puéricultrices, sages-femmes, psychologues, personnel administratif, équipe gérontologie handicap, conseillères en économie sociale et familiale et travailleurs sociaux d'insertion. Les assistantes sociales en polyvalence de secteur interviennent sur un territoire géographique déterminé pour répondre aux besoins de la population de la naissance à la fin de la vie. Nous avons plusieurs missions. La protection de l'enfance, la lutte contre la précarité et l'exclusion, pour par exemple favoriser l'accès aux soins et aux droits des plus démunis, favoriser l'accès et le maintien dans le logement, permettre l'accès à un revenu minimum. Nous avons aussi la prévention et la protection maternelle et infantile, en lien avec les services de la PMI, pour le suivi des femmes enceintes et des jeunes enfants, et l'aide aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. L'assistante sociale a un rôle d'évaluation et de soutien. Il s'agit d'assurer l'aide aux familles ou aux individus, en accueillant et en écoutant, en informant et en conseillant, mais aussi en orientant. Nous recevons avec ou sans rendez-vous à domicile ou à notre bureau. Depuis quelques années, nous observons une augmentation des situations où les souffrances psychiques sont telles
que les actes de la vie sociale sont impactés. Cela peut se traduire par exemple par l'abandon de la gestion financière, l'addiction, la maltraitance. Nous prenons en charge certaines situations seules, mais d'autres nécessitent le soutien d'un travailleur médico-social spécialisé du site et ou d'un partenaire. Dans le cadre de cette journée, nous nous concentrons sur le bien fondé du partenariat avec le CMP. Ce partenariat permet d'unir nos compétences pour assurer un accompagnement au plus près des besoins de la personne. Il permet, entre autres, de mutualiser nos connaissances, d'apporter des éléments de compréhension pour permettre ensemble la continuité du travail engagé avec elle. Il est nécessaire de bien se connaître pour pouvoir travailler ensemble. Chaque entité respecte le travail de l'autre. Cela permet d'instaurer un climat de confiance où chacun reconnaît les capacités et les limites de l'autre. Cela suppose un climat de respect mutuel et une entente réciproque pour réaliser un objectif commun, à minima, la prise en charge d'une souffrance psychique. Le travail pluridisciplinaire permet une plus grande compréhension des problématiques, une richesse des expertises et une meilleure identification des besoins. C'est une force mise au service de la personne. Si la première rencontre est commune entre l'assistante sociale et le CMP ou l'équipe mobile, cela peut permettre de créer un climat rassurant pour la personne et ainsi de favoriser le lien nécessaire à l'accompagnement, même s'il n'y a aucune garantie sur le résultat. À travers ce partenariat, il sera possible d'élaborer des actions communes ou de partager les interventions. Les échanges permettront d'affiner les réponses. C'est une dynamique d'entraide. Notre partenariat avec le CMP se décline en 3 modes d'intervention. D'une part, une réunion trimestrielle avec un cadre de santé et un infirmier psy. Chacun peut évoquer des situations afin d'apporter des éléments de compréhension. Grâce au soutien technique et à l'analyse clinique, un plan d'aide peut s'élaborer en concertation. Ma collègue va vous exposer une situation pour illustrer le fonctionnement et l'intérêt de ces réunions. Je vais donc vous présenter la situation de Madame B. Madame vit en couple avec 3 enfants, 2 sont scolarisés, le 3e, âgé de 20 mois, fréquente la halte garderie. Monsieur travaille par mission intérim, il n'est pas souvent présent au domicile. Madame n'a pas repris le travail depuis la naissance du 3e enfant. Cette famille est connue du service social et les différentes rencontres avec Madame inquiètent l'assistante sociale. Madame présente un état psychique fragile. Elle a peur de l'extérieur, elle sort peu ou pas de son domicile, elle reste très souvent dans le noir. Et les enfants subissent son mode de vie. Lors de la réunion trimestrielle avec le CMP, l'assistante sociale présente la situation de Madame. Avec les éléments apportés, le cadre de santé et l'infirmière présente à la réunion évaluent et proposent un plan d'aide adapté aux besoins de Madame. En premier lieu, il s'agira de faire une visite à domicile commune avec l'assistante sociale, l'infirmière du CMP et la puéricultrice de PMI qui suit les enfants. Cette proposition de visite à domicile par l'infirmière est exceptionnelle, mais elle répond aux difficultés de Madame à sortir de son domicile et aller vers les autres. Des rencontres ont lieu. Madame sera absente à quelques rendez-vous. Pour poursuivre le travail de soins en dehors du domicile, l'assistante sociale accompagnera Madame au CMP. Cet accompagnement est important pour elle. En parallèle, le suivi social et PMI se poursuit. Madame a arrêté un temps les consultations, mais elle a repris en faisant elle-même la démarche auprès du CMP. Ainsi, le suivi a redémarré et se poursuit toujours à ce jour. D'autre part, nous réalisons aussi des visites communes avec l'équipe mobile en cas de crise, pour évaluer la situation. Cette équipe est très réactive dans ces situations d'urgence et se rend disponible. Majoritairement, cela permet soit l'accès ou le retour aux soins. Il peut arriver que le travailleur social soit à l'origine de cette demande
quand il pressent une situation de danger. Ce qui signifie que le soignant porte crédit a priori à l'évaluation du travailleur social, même s'il s'agit d'une situation non connue de leur service. Voici une nouvelle illustration avec la situation de Madame J. Madame J est une femme de 45 ans, connue du service social. L'assistante sociale repère un état de santé physique et psychologique dégradé. Madame souffre d'isolement et elle s'alcoolise. Lors d'une visite à domicile, Madame n'ouvre pas. L'assistante sociale, inquiète, appelle alors les pompiers qui ne jugent pas nécessaire de l'hospitaliser. Mais, préoccupée par l'état de santé de Madame, l'assistante sociale prend contact avec l'équipe mobile qui intervient immédiatement. Une hospitalisation est proposée. Son taux d'alcoolémie semble élevé et nécessite un passage par les urgences. Madame J reconnaît qu'elle a besoin de soins. Elle accepte l'hospitalisation au centre hospitalier Pierre-Lot, mais elle refuse d'aller aux urgences. L'équipe mobile propose donc de différer l'admission au centre hospitalier au lendemain matin. Finalement, dans la nuit, Madame, se sentant mal, fait appel à un ambulancier pour être hospitalisée. L'hospitalisation dure 11 jours. À l'issue, un suivi ambulatoire est mis en place par le CMP. Il perdure depuis 1 an et Madame a pu retrouver une vie sociale. Parfois, ce sont les professionnels du CMP qui repèrent une personne en voie de marginalisation sociale. Ils se mettent alors en lien avec le service social de secteur pour la mise en place d'un accompagnement. C'est ce que nous montre la situation de Madame L. Madame L est une femme seule de 43 ans, connue par l'équipe du CMP. Elle a déjà été hospitalisée pour des troubles persécutifs. Elle est suivie par un psychiatre. Lors d'une visite à domicile, l'équipe du CMP identifie qu'en raison de ces troubles, Madame jette tous ses papiers, avec pour conséquence une suspension de ses droits. Elle néglige aussi l'entretien de son logement. L'équipe du CMP propose à Madame de lui présenter l'assistante sociale de secteur pour l'aider dans sa gestion administrative. Le suivi social s'avère difficile en raison des troubles et l'assistante sociale réinterpelle le CMP pour une collaboration. De nouveaux rendez-vous en commun avec Madame sont organisés. Pour maintenir Madame à son domicile, dans une situation sociale et psychique viable, il lui est proposé la prise de son traitement, accompagnée par des infirmières libérales, et la poursuite du suivi médico-social déjà engagé. L'état de santé et la situation administrative et financière de Madame se dégradent. Une réunion de synthèse est organisée avec l'équipe mobile, l'assistante sociale de secteur et l'infirmière libérale. Il est décidé que l'assistante sociale de secteur rédige le signalement au procureur pour la mesure de protection et que l'infirmière de l'équipe mobile facilite auprès de Madame l'acceptation de l'expertise médicale à son domicile. À ce jour, le suivi avec le CMP se poursuit et la mesure de curatelle renforcée est efficiente. Et pour finir sur les modes d'intervention, nous pouvons orienter des personnes vers les consultations du CMP dans le cadre de notre suivi. Notre partenariat, si la prise en charge se met en place, permet d'affiner notre compréhension de la situation et de mettre en place des interventions communes si nécessaire. C'est l'exemple de Madame R. Madame R, séparée, vit avec ses 3 enfants. Elle est connue de l'assistante sociale pour des démarches administratives. L'assistante sociale trouve Madame triste, sans envie, très fatiguée, refusant de sortir de chez elle, même avec ses enfants.
Elle ne parle que de ses malheurs et de la mort en 1992 d'un de ses frères. Elle a été victime d'un accident de la route, voilà 5 ans, qui lui laisse des séquelles physiques difficiles à supporter. Envahie par tous ses soucis, elle peut oublier les besoins de ses enfants. Pour ces raisons, le cadet est parti vivre chez son père. Elle abandonne aussi la gestion administrative et financière. Elle dit qu'elle ne va pas bien, qu'elle a besoin de vider sa tête, trop chargée de choses anciennes et aussi plus récentes. L'assistante sociale lui a présenté les services infirmiers du CMP en parlant des consultations. Proposition qu'elle a acceptée en demandant à l'assistante sociale de l'accompagner au premier rendez-vous. À ce jour, le suivi social se poursuit et à travers les consultations avec les infirmières, Madame a trouvé un réel soutien. La disponibilité et la souplesse des modalités d'intervention participent à une prise en charge de la personne en tenant compte de ses besoins. Ce travail de partenariat existe depuis plusieurs années. Nous affirmons que cela a permis de mieux ajuster nos interventions et nos orientations pour éviter les hospitalisations en situation de crise. À l'inverse, d'hospitaliser les personnes afin qu'elles reçoivent les soins adaptés à leur état de santé et de sortir certaines personnes de leur isolement et de leur grande précarité. Merci. Merci à vous. Je crois qu'effectivement, dans ce témoignage, beaucoup de matière. Et on voit bien où se joue le partenariat sur le terrain est toujours effectivement au bénéfice de la personne concernée. Et qui dit que le public ne peut pas travailler avec le département? C'est n'importe quoi, hein, on a la preuve. Peut-être que dans de hautes sphères, peut-être, mais sur le terrain, il n'y a pas de problème pour que les choses se coordonnent et se construisent. Je vais me faire engueuler par la directrice de la MDPH qui représente le département, qui est dans un petit coin de la salle, là, Marie-Pierre Duchemin, et qui d'ailleurs cet après-midi, j'ai oublié d'en parler, on va avoir une table ronde, entre guillemets, regard croisé, et le département sera représenté par Marie-Pierre Duchemin. Il y aura l'ARS, il y aura plein de beaux mondes, vous allez voir, ça va être un bon moment. Mais pour l'instant, on reste sur les témoignages de terrain avec le récit proposé par Martine et Sandrine. Bonjour à tous, encore une fois. Donc, nous allons vous présenter une situation. Donc, Martine Dupertuis de l'équipe mobile rattachée au CMP de Nevers, comme vous a pu vous présenter M. Pierrat, et moi-même, Sandrine Lequeux, infirmière au SAMSA de la Piasse. Donc, juste un petit mot pour présenter ce que c'est un SAMSA. C'est un service d'accompagnement médico-social adultes handicapés qui accompagne 30 personnes dans le département de la Nièvre. L'équipe est composée d'un directeur adjoint, d'un chef de service, médecin pour supervision de l'équipe, psychologue, personne chargée d'insertion professionnelle, un binôme travailleur social et infirmier. Et j'espère n'avoir oublié personne. Et le directeur, Monsieur l'Apostole. Donc c'est un service qui... C'est un service qui a 3 ans et qui, les personnes accompagnées ont une notification MDPH. Donc là, nous allons vous parler d'une situation, une personne qu'on a surnommée Marcel aujourd'hui. Et c'est un maillage pour soigner. Nous proposons de développer cette situation. Nous avons pu travailler en partenariat auprès d'une personne, donc, témoignant du travail qui peut être mené conjointement. Il nous semble important de préciser que la singularité de la personne est au cœur de cette idée de travail en commun, pensé comme du sur-mesure. Bonjour à tous. Donc cette histoire a commencé en 2015 quand l'équipe mobile a été interpellée par un hôtelier, gérant d'un hôtel social sur Nevers. Il avait dans son établissement un jeune homme qu'on connaissait un petit peu. Pour l'avoir rencontré au 115 2 ans auparavant et pour avoir assisté à une synthèse sur l'unité d'adaptation intersectorielle du CHS, où il séjournait depuis 2 ans. Alors, il était effectivement en hospitalisation sous contrainte et en accord avec le service d'insertion et de probation, il purgeait aussi une peine de 6 mois pour des violences sous l'emprise de l'alcool.
Après plusieurs tentatives d'insertion sur la ville de la Charité, non abouties, il avait souhaité intégrer un appartement autonome sur Nevers. Et puis, alors que tout était calé, organisé, il est sorti contre avis médical avec une jeune fille avec qui il avait la ferme intention de vivre. Et puis, l'idylle a duré 3 jours et il a atterri sur le 115 à nouveau, avant d'intégrer l'hôtel social avec l'aide de sa curatrice. Donc nous, quand on va rencontrer Marcel, on le trouve dans sa chambre d'hôtel, un peu glauque, là, alcoolisé, en proie à du vide, à des angoisses massives, qui tente de combattre avec plusieurs litres d'alcool par jour. Il a un traitement assez conséquent, somatique et psychiatrique, qu'il ne prend pas, ou de façon anarchique. Il a des injections de neuroleptiques qu'il ne fait pas. Il a aussi une obligation de soins dont il ne rend pas compte à son agent de probation. Il a des troubles de l'élocution, il est figé comme ça un peu dans une symptomatologie d'allure psychotique. Il ne fait rien d'autre que de boire et manger, il est d'ailleurs en surpoids et il ne veut pas rester à l'hôtel où il s'ennuie. Il fait des allers-retours entre les urgences et l'hôtel parce qu'il souffre de douleurs hépatiques, abdominales. Donc voilà un peu le tableau que nous avons. Donc à la suite de cette évaluation, nous, dans un premier temps, on va lui proposer de l'hôpital de jour 2 fois par semaine, des entretiens au CMP et une aide pour l'observance de son traitement. Dans un second temps, se pose la question de l'hébergement. Alors lui, il ne tient plus dans cette chambre d'hôtel et puis l'hôtelier menace de le mettre à la porte à plusieurs reprises à cause des troubles du comportement qu'il présente alcoolisé. On sait qu'une résidence accueil va s'ouvrir dans 4 mois sur Nevers et il est intéressé, mais 4 mois, ça semble assez loin pour lui. Donc il va demander une prise en charge quotidienne à l'hôpital de jour afin de patienter. Mais il est plus près d'une rupture de soins que d'un accueil quotidien. En effet, il ne respecte pas le cadre de soins, il se présente alcoolisé, il impressionne les autres patients de par son imposante stature et ses vociférations lorsqu'il n'est pas content, frustré. Donc il nous semble intéressant de pouvoir à ce moment-là mettre en parallèle son parcours de vie qui est ponctué de ruptures et puis chose qu'il va tenter de rejouer sans arrêt avec nous pendant la prise en charge, donc de rejouer des ruptures successives. Donc aidé de notre cadre de santé, on va alors entamer une phase de démarche, de négociation afin de fédérer les acteurs nécessaires au projet et de créer des passerelles entre et puis avec ces intervenants. Donc les collègues de l'hôpital de jour, sa curatrice, son agent de probation, le SIAO, et tout ça dans le but de maintenir du soin et de l'hébergement en attendant cette résidence accueil. Dans le même temps, avec l'aide de notre assistante sociale, un dossier pour une demande de SAMSA est constitué. À cette période, il a peu de capacité à faire un travail psychothérapeutique. Donc, on est plutôt dans l'accompagnement de la préparation du projet, nous, l'équipe mobile. On est dans la création d'une accroche, le maintien d'un lien, et c'est justement ce lien qui fait du soin, puis qui lui permettra de tenir. À force de réassurance, il adhère tant bien que mal à l'hôpital de jour, mais il se montre de plus en plus motivé et participatif au projet de la résidence accueil. Il va d'ailleurs nous surprendre à la veille de son emménagement. Il va seul faire les démarches pour une cure et une post-cure, où il partira 15 jours après son installation à la résidence accueil. Dès son retour, il va se réalcooliser. Il va demander des prises en charge quotidiennes à l'hôpital de jour, 6 jours sur 7, et du CATTP afin de pouvoir tenir, mais il va pas arriver à honorer ni l'un ni l'autre. Il est en difficulté pour entretenir le logement. Il n'arrive pas à prendre son traitement correctement en dehors de la délivrance sur les temps d'HDJ. Donc, on le réhospitalise une douzaine de jours en août, et c'est là qu'on va essayer de lui proposer un projet en ambulatoire associant tous les partenaires avec un étayage plus structurant et plus conséquent. D'où nécessité d'un travail en commun. Donc, prémisse d'un accès aux soins reste encore à l'accompagner dans l'accès à l'autonomie. L'équipe éducative de la résidence accueil est en difficulté face à ces alcoolisations et aux troubles du comportement que ça engendre. Donc on va avoir des demandes quasi quotidiennes d'intervention, soit à la demande des éducateurs, soit à la demande du patient qui n'arrive pas à gérer ses angoisses. L'adaptabilité de nos interventions sur ce qui est au départ une situation de crise nous a permis de stabiliser un lien avec Marcel. Cependant, il est maintenant nécessaire d'introduire un accompagnement inscrit sur la durée dans le champ médico-social par le SAMSA qui permettra à l'équipe mobile de se recentrer sur ses missions premières, à savoir les interventions d'urgence en situation de crise.
Donc une rencontre commune interinstitutionnelle permettra ce passage. L'accompagnement SAMSA débute quelques semaines plus tard. Et je laisse les paroles à Vincent. Aller vers pour le SAMSA, c'est entre autres accompagner une mise en mouvement de la personne de son intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire l'aider dans sa mobilisation et sa place de citoyen. En fait. Nous constatons que cet axe de travail est un objectif prépondérant verbalisé par les personnes, et notamment dans la demande de Marcel adressée au SAMSA. L'accompagnement SAMSA s'est déployé avec des entretiens à domicile et des accompagnements à l'extérieur au gré des demandes de Marcel. Pour faire face à l'impulsivité de ces demandes, il nous a semblé primordial de poursuivre et de régulariser des temps de rencontre communs avec Marcel et les différents interlocuteurs. Cet accompagnement à plusieurs voies a favorisé l'accueil de Marcel dans sa singularité, là où il est, sans que chacun ne se retrouve trop débordé par les symptômes de Marcel. Ainsi, nous avons pu l'accueillir régulièrement dans des phases où il était alcoolisé, hors de lui, gage d'une construction de relations de confiance. Au fur et à mesure de son accompagnement, il a pu aborder alors son passé, ses ruptures et abandons. Le lien alors créé a permis de ne pas le réduire à l'expression de ses symptômes, mais bien à ce qu'il puisse nommer ce qui lui fait difficulté et reprendre un certain pouvoir de choix. Bien qu'encore locataire à la résidence accueil, il a pu exprimer ses envies de vivre en milieu ordinaire, hors institution, en commençant par se créer un réseau d'amis social aidants à qui il pouvait s'identifier. Alors les deux équipes mobile et SAMSA, ont pu lui rendre visite chez un ami, lieu non conventionnel, mais qui prenait sens à ce moment pour Marcel. Accepter ces rencontres en ce lieu ont permis une reconnaissance de ses besoins, à la fois de son besoin de sortir des institutions, à la fois d'être comme tout le monde, et dans une reconnaissance de la place qu'il pouvait avoir auprès d'autres. Par la suite, Marcel a pu exprimer aussi une envie de partir en vacances, et comme tout le monde. Auparavant, cette envie de voyage aurait pu se traduire par un départ impulsif, en menant une errance, une marginalisation, voire des mises en danger, comme il a pu aussi connaître. Une rencontre commune de l'équipe du coup partenariale, donc résidence accueil, curatrice, équipe mobile et SAMSA, ont permis à Marcel de tenir une place de sujet. On a fait des rencontres partenariales et là, la posture de Marcel était importante à ce moment-là. Donc le travail commun a alors encadré, soutenu l'organisation de ce voyage et du coup a respecté les choix de Marcel. Et ça a permis de mettre en mots et valider son désir d'affirmer sa liberté, voilà, à travers la confiance. On l'a accepté, sa singularité, quoi. À travers donc la confiance montrée par les professionnels en ses capacités. Par cette démarche, il semble s'être senti autorisé à partir tout en se sentant attendu, ainsi évitant les ruptures et abandons qu'il a connus. Ainsi, l'articulation et le dialogue entre les équipes et les professionnels, équipe mobile, HDJ, curatrice, SAMSA, et puis aussi une résidence accueil, qui était importante pour Marcel dans sa évolution aussi, semble avoir permis à Marcel de trouver un cadre rassurant, structurant, pour vivre plus librement et non plus seulement être dans un statut de patient. Donc devenir sujet. Ce cheminement s'est traduit par des transformations au niveau de l'apparence de Marcel, un changement de look que l'on a perçu comme une affirmation de soi, venant contraster avec une allure de patient neuroleptisé, comme nous avons pu le connaître au début de l'accompagnement. De même, prenant conscience de son évolution, Marcel lui-même a pu projeter de quitter la résidence accueil pour s'installer dans un logement autonome. Ainsi, plus confiant et plus solide, il s'est mobilisé seul pour faire cette démarche, comme récupérer son permis de conduire, reconduire, avoir des rendez-vous par Pôle emploi pour chercher du travail. La solidité du lien et du tissage partenarial construit nous semble en toile de fond. Avoir permis cette émancipation qui débouchera par des éloignements des rendez-vous avec le SAMSA à un arrêt du SAMSA. Pour conclure cette intervention commune avec Martine,
Nous insistons au début de notre intervention sur la question de la singularité de la personne. La construction de notre intervention commune auprès de monsieur s'est faite tout au long de l'accompagnement, en lien avec ses besoins. Il y a eu une mise en accord des deux équipes. Ceci a donné sens à ce qui était en jeu pour le sujet à ce moment-là. Par les rencontres et interventions déterminant là où chacun se situe, les partenaires se retrouvent recentrés sur l'objet de leur mission. Ces mêmes rencontres construisent un commun, une direction pour l'accompagnement, un véritable dispositif prenant compte, au-delà du champ d'action de chacun, encore une fois, la singularité de Marcel. Cela lui a permis de se repérer, de faire face à la discontinuité de ce qu'il a adressé aux différents intervenants. L'enjeu, ici, a été d'éviter de proposer à Marcel des dysfonctionnements et désaccords institutionnels qui seraient venus faire écho à sa propre histoire, faite de rupture et d'abandon, encore une fois. Par cet exemple, nous souhaitons affirmer que le travail de terrain n'a de sens que parce qu'il est partagé et réfléchi. La vulnérabilité des personnes en souffrance psychique nous oblige à soutenir cette posture. Ces exemples sont une illustration du travail partenarial et des souplesses d'intervention que celui-ci a pu mettre en œuvre. On a beaucoup insisté sur le mot facilité, souplesse, immédiateté aussi, simplicité des échanges. Je crois que c'est très important. Donc, on a construit des passerelles, c'est le travail de lien interservice. On a essayé d'inventer des pratiques sur les exemples d'intervention conjointe. Et on doit aussi sortir des schémas traditionnels, puisqu'il faut être dans la simplicité. Un simple coup de téléphone au cadre, et on envoie l'équipe mobile pour aider un travailleur social qui peut être en difficulté au domicile d'une personne. On doit aussi permettre la mise en lien des savoirs entre les différents professionnels par le biais de rencontres régulières et instituées. On a aussi insisté sur ces rencontres instituées. Bon, tout cela pour éviter autant que possible les tensions et les incompréhensions, facteurs de crise entre les institutions, et concernant les personnes en souffrance psychique, réduire les hospitalisations et donc les ruptures dans leur parcours de vie. Bon, mais aujourd'hui, les acteurs de ce travail en réseau sont inquiets. Vous le savez, les budgets alloués à la psychiatrie ne cessent de diminuer chaque année et mettent en péril ce mode de travail. Il ne faudrait pas que la réponse à la souffrance psychique ne reste et ne se réduise qu'à une hospitalisation et à un repli sur l'intra, à défaut de pouvoir maintenir l'extra-hospitalier, l'ambulatoire. Ce serait un retour en arrière sans précédent, puisque justement les CMP ont été créés dans les années 1960 pour permettre ce travail sur l'extérieur. Nous profitons donc de cette journée pour interpeller les responsables de l'Agence régionale de santé sur les conséquences des contraintes budgétaires imposées à l'hôpital public. Nous sommes bien conscients de la nécessité de faire des économies et de mettre en place des dispositifs soignants efficients, mais nous aimerions avoir l'assurance de disposer de moyens suffisants pour poursuivre nos missions et mettre en œuvre les propres recommandations de l'Agence régionale de santé qui sont inscrites dans le plan psychiatrie et santé mentale. Je vous remercie. Un beau témoignage de récits, de pratiques, de cliniques de l'accompagnement. Et le souhait de ce groupe, où il y a le social, le médico-social, le sanitaire, c'était de témoigner de manière positive, pas d'aller voir ce qui ne marche pas. On peut toujours trouver des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne s'articulent pas bien. Mais là, c'est effectivement partir sur du positif, parce que ça existe et parce que ça peut encore se développer. Enfin, moi, j'ai une vraie confiance dans ces récits qui font beaucoup de bien. Le récit, la parole, la clinique, c'est ce qui occupe votre pratique. Et quel beau témoignage. Merci vraiment. Bonjour. Vous avez terminé en disant, en parlant des rencontres régulières et instituées. Je ne connais pas trop le. C'est quelle institution? Enfin, vous n'êtes pas dans une institution. C'est qui a permis, qui a dit c'est bon, vous pouvez vous rencontrer
Bon, Et vous, qui êtes-vous? Marion Wilcom, je suis éducatrice au SAVS, donc service d'accompagnement à la vie sociale de Quinga, à côté d'Ambert. D'accord. Et je viens d'arriver sur le service, donc je ne connais pas grand-chose de l'insertion. Merci. j'étais cadre de santé au centre médico-psychologique de Nevers et nous avions passé 35 conventions à peu près, donc avec différents partenaires. Et dans le cadre de ces conventions, on mettait par trimestre, on mettait des dates, voilà, tout simplement, de manière à pouvoir échanger. C'est ça, les rencontres instituées. Donc c'est vous qui les avez mis en place, c'est ça? Oui, ça s'est mis en place avec la direction du centre hospitalier, bien sûr, et puis le responsable du CMP. Voilà. Merci. Pascal Crété, médecin psychiatre. Il y en a encore. Merci. Oui. Médecin psychiatre et directeur, tu as dit tout à l'heure que c'est une particularité. Oui, oui. Voilà. Moi, je voulais vous remercier pour votre intervention et peut-être souligner quelque chose qui sera peut-être en lien de ce que j'essaierai d'articuler en fin de journée, si on a encore de l'énergie, sur la question de la constellation transférentielle. C'est-à-dire que vous dites bien que ce qui a guidé et ce qui guide votre travail, c'est la clinique et une sorte de nécessité de se mettre autour du patient et d'organiser les choses en fonction de lui. C'est-à-dire que c'est la clinique qui vous guide et pas l'organisation qui guide vos actions et qui les coordonne. Et ça, je crois que c'est important à souligner en début de journée. Je suis très sensible au message que vous adressez à nos dirigeants sur les questions des budgets, mais c'est aussi la question des logiques qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il y a des logiques qui sont liées à la clinique des psychoses, et vous l'avez très bien souligné, qui nécessite qu'on s'ajuste, qu'on se mette en position comme vous l'avez fait là, et ça marche. Ouais, l'évolution de ce jeune homme, c'est assez extraordinaire quand même. Donc merci de ce témoignage-là. Moi, merci aussi, je trouve que c'est vraiment super votre intervention. Il y a tous les ingrédients de comment ça peut marcher et comment ça marche. J'aurais une question sur la question du temps. C'est-à-dire que voilà, les SAMSA, vous existez depuis 3 ans, je crois, voilà. Et du coup, sur cet exemple de Marcel, cette question du temps, de l'accompagnement, j'entends 12 jours de SPI, 12 jours, enfin voilà, comment le début et la fin, c'était quand? Ça a dû durer 2 ans à peu près, là, de ce qu'on vous a représenté. Hein. À peine? Pour toi, plus? Ouais. Ouais. Ça a commencé en janvier 2015. Et donc l'installation à la résidence accueil s'est fait en juin 2015 et il en est parti en été 2016. Donc voilà, à peine 2 ans en fait. Ouais. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. On est encore là, d'une autre façon, voilà. Mais voilà. il a pris un peu comme sa vie en main. Mais Voilà. c'est cette question de, on est encore là. Enfin là, voilà, moi, c'est les questions que je me pose aujourd'hui. Comment, avec ces temps qui nous sont comptés et qui nous angoissent aussi beaucoup, hein, parce que qu'est-ce qu'on décide nous là-dedans, et comment on peut continuer de tricoter et voilà, hein, malgré toutes ces injonctions réglementaires et ces temps et ces débuts et ce droit de faire ci ou de faire ça. Donc je trouve que cette question du temps, elle est essentielle. Merci. Merci Ariane. D'autres interventions? Pascal Soloni, directeur d'ICAR La Bergerie en Côte d'Or à Chevigny-Saint-Sauveur. C'est bien, je t'ai fait gagner du temps. Merci. Je voulais revenir en lien avec l'idée de la constellation transférentielle et sur cette question terrible de la désinstitutionnalisation. Je trouve que vous représentez de l'institution finalement, parce que la désinstitutionnalisation, c'est terrible. C'est la juxtaposition de prestations qui, dans le cadre de la psychose, est une catastrophe. Enfin, c'est psychotisant. Et du coup, c'est intéressant de souligner que l'institution, c'est loin d'être les murs uniquement. On confond avec l'établissement et que c'est plutôt la question de la constellation. Une dernière question peut-être? Oui, là. Roman Doublé, responsable du SAMSA, entre autres. Bonjour. Ce qui m'intéresse, et ça fait écho à la question précédente, c'est plutôt une remarque. C'est comment des fonctionnements comme ça, qui sont mis en place sur mesure, sont pérennes et ne reposent pas exclusivement sur des volontés individuelles de professionnels. Comment on permet que les fonctionnements puissent continuer malgré le départ, les mouvements, des bonnes volontés des gens en place. Plutôt un souci directeur.
C'est pas une question en fait. Non, en tout cas, on n'y répondra pas. Okay. Non mais c'est bien, c'est bien. Écoutez, merci pour votre participation. Je vous propose 10 minutes de pause. Et puis après, on continue. Ah, pardon, excusez-moi, je vous avais pas vu. Hop, 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 on ne bouge pas. Excusez-moi. Une dernière intervention. Non, juste pour témoigner, je suis Nathalie Jarry, assistante sociale au conseil départemental sur site de Corbigny, mais plutôt secteur de Brinon-sur-Beuvron, pour dire que sans équipe mobile sur notre territoire, on travaille quand même très très bien avec les CMP de Corbigny et de Varzy, qui sont réactifs et qui reçoivent des fois des gens dans la journée, quoi, quand on les sent vraiment en grande difficulté. Voilà. Ok, merci. 10 minutes de pause, les livres et le café vous attendent. Et profitez-en du café parce que cet après-midi, il n'y aura pas de café. À tout de suite. Oui, je m'en vais, ouais.